Awa de Sud Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai une invitée qui s'appelle Aminata Cissé Nyono. Donc du coup, Aminata Cissé c'est une serial entrepreneuse, donc c'est une femme entrepreneuse et elle est là en fait pour nous parler de l'entrepreneuriat, les bonnes questions à se demander. Donc je vais la laisser se présenter en fait. Aminata, je suis tellement contente que tu sois là. Ben, moi aussi, merci, franchement je suis trop contente. Alors, moi c'est Aminata Cissé Nyono. Je suis malienne d'origine sénégalaise, ou sénégalaise et malienne, ou sénégalo-malienne, bref, je suis là. Qu'est-ce que je peux dire? Ben oui, effectivement, j'adore entreprendre, j'adore créer des entreprises, j'en ai plusieurs à mon actif, j'accompagne les femmes à entreprendre et c'est surtout ça qui me passionne. Donc j'ai un emploi, bien sûr, je suis salariée, mais ma passion c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai 36 ans, je suis mariée, 4 enfants. 4 enfants, serial entreprise. Comment tu fais? Écoute, même moi je me pose la question, je sais pas. Non, pour être sérieux, je pense que c'est beaucoup l'organisation et beaucoup le support aussi. Le fait que mon conjoint, enfin mon mari, tu vois, il m'appuie, il m'accompagne et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Surtout quand tu es une femme africaine, c'est important de savoir que tu as ton homme qui est derrière et puis même des fois, tu sais, tu peux, c'est des trucs tout banal, c'est banal en fait. Hein. Par exemple, tu vas aller pour créer une structure ou faire des démarches. Et des fois en Afrique, quand tu es une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Et le fait de pouvoir juste aller vers ton mari en disant voilà, tu te rends compte, on m'a fait telle et telle chose, tu vois, et de sentir que voilà, lui aussi il est derrière toi, il te pousse. Tellement beaucoup de business. Plus elle a un job, donc c'est franchement très inspirant. Raison pour laquelle je me suis dit que je vais l'inviter, on va un peu parler de l'entrepreneuriat, vu qu'elle coach beaucoup de femmes, on va dire. Et avant qu'on commence sur l'entrepreneuriat, même moi je veux savoir plus sur toi. Donc on va un peu commencer par ton background. Tu viens juste dire que tu es malien, sénégalais ou sénégalo-malien, je sais pas. Donc tu as grandi au Sénégal, c'est comment? Oui, alors j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait Jeanne d'Arc, bac S, et puis ensuite j'ai fait une classe prépa à Paris, et puis je suis allée à Montréal. En fait Montréal, on va dire, c'est vraiment la ville où je me suis découverte. Réellement en fait. Donc vraiment j'ai appris à me connaître. Donc là-bas j'ai fait un bachelor en économie et en finance et ensuite un master en économie financière appliquée à la gestion. Et puis j'ai commencé à travailler, donc j'étais analyste trader sur les marchés financiers. Et puis voilà. Tu es dans la finance du coup? Oui, franchement je suis plus finance et économie. Puisque après donc je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je suis rentrée au Mali. Et donc là-bas, j'ai travaillé d'abord, j'ai commencé comme économiste principale dans une boîte dans la coopération internationale. Et puis après, d'année en année, j'ai pris so smart! I'm trying, like. Donc, je suis en train de la regarder, like, ok! Et écoute, d'année en année, j'ai commencé à évoluer dans la même boîte. Donc j'ai cumulé les postes. Après, j'ai fait chargée du suivi du secteur privé, ensuite chargée du suivi du secteur financier, donc c'était banque et microfinance. Et puis là, dernièrement, je suis... donc ça, c'était en cumul au poste d'économiste principal, tout ça. Et là, maintenant, je suis vraiment partie sur un des portefeuilles les plus gros de la boîte, qui est le financement de l'eau, du secteur de l'eau. Et je dirais que c'est mon background dans le secteur privé et le secteur bancaire qui m'ont fait aimer vraiment l'entrepreneuriat. C'est la question que je voulais te demander. Donc, vu que tu as, comme tu dis, tu as un temps plein, donc comment tu as vraiment commencé avec l'entrepreneuriat, on va dire? Alors, si tu veux savoir la vraie source de comment j'ai commencé. On veut savoir la vraie source. Depuis que j'étais petite, je vendais les bonbons. En fait, j'avais une tante qui venait de France et qui m'amenait tout le temps des bonbons en grosse boîte et je les mettais en détail et je les vendais à mes copines. Vraiment, j'avoue. J'avoue. Mais sérieusement, en fait, en 2012, il y a eu un coup d'État et au bureau, on ne travaillait plus beaucoup. Au Mali, c'est ça. 2012. Comme c'était dans la coopération internationale, tout était arrêté. Donc pendant un an, on allait au travail, mais on ne travaillait pas vraiment. Et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir à une entreprise, à vouloir monter quelque chose et à vouloir y aller, quoi. Donc j'ai commencé à faire un café et puis ensuite ça m'a plu. Et en fait, moi je me rends compte que c'est vraiment tout le processus de l'idée à la conception au lancement. En fait, c'est cette partie-là, moi, qui me fait vraiment vibrer. Et après, j'ai commencé donc avec ça. Ensuite, j'ai accompagné. Donc, il y a une amie qui est venue me voir, donc qui voulait vraiment monter quelque chose. J'ai commencé à l'aider et on a travaillé ensemble. Je l'ai poussée, etc. Elle a créé sa structure et j'ai vu que franchement, j'adorais ça. Tu aimes coacher? J'adore ça.
Et après, franchement, j'ai une autre amie qui est devenue une sœur maintenant, elle s'appelle Aram, et franchement, on n'habite plus dans le même pays, mais on fait rarement 24 heures sans se parler. Et on a créé une boîte ensemble de communication. Ok. Et donc tout ça, c'était dans les mêmes périodes où il n'y avait pas beaucoup d'activités. Il y a quand même beaucoup d'entreprises, etc., qui venaient vers nous pour qu'on les aide à créer... des logos, ce genre de choses. Oui, déjà des logos et tout, mais non, même pas ça, c'était surtout l'événementiel. Puisque, en fait, nous, on mettait vraiment le paquet sur ça. Et après, on a ajouté le magazine. Et donc, on a fait le Sadio Mag. Donc, il y a un magazine qui est distribué à 5000 exemplaires sur Bamako. On le lance à Dakar, là, bientôt au Sénégal, et on va aller sur la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, Nian et donc, ce magazine est aussi disponible en ligne. Donc, sadio.osmos. De toute façon, je vais le mettre. Voilà, exactement. Donc, sadio.osmos-events.com. Et après ça, les gens venaient vers nous. Donc, il y avait une rubrique avant où c'était confiez-nous, parlez-nous, confidence, etc. En fait, il y en a beaucoup qui écrivaient pour nous dire oui, je veux lancer ma boîte, je ne sais pas comment faire, je veux créer mon entreprise, etc. Donc là, on leur répondait directement. Et après, on s'est dit mais pourquoi on ne fait pas juste une association? Et donc, on a commencé à réfléchir à ça et on a fait l'association Sadio, donc qui est structure d'appui pour un développement inclusif des objectifs entrepreneuriaux. Et donc là, on accompagne les femmes à écrire leur business plan, acquérir le financement et puis se lancer. On les accompagne sur les 18 à 24 premiers mois. Ok, donc j'ai une autre question. Pourquoi tu t'es dit en fait, parce que comme tu viens juste de dire, tu avais une fibre, c'est ça qu'on dit, entrepreneuriale dans toi depuis que tu es petite et tu avais commencé à lancer des business qui marchaient à Bamako. Pourquoi tu t'es dit en fait, là il faut que j'aide d'autres femmes ou j'aide d'autres femmes à monter leur propre business? Parce que tu pouvais dire, moi je sais comment faire, je vais garder pour moi-même en fait. Alors la première raison, c'est parce que beaucoup de gens nous écrivaient pour nous demander comment on faisait. Après, ma première copine que j'avais accompagnée me disait mais vas-y, tu devrais trop faire ça, en fait j'aime ça, etc. Et puis ensuite, en fait, je me suis même pas posé la question pourquoi je dois pas le faire. En fait, c'est vraiment venu tout seul. Comme quoi, des fois, je peux pas t'expliquer. C'est juste que c'est venu, les gens demandaient, on s'est dit en fait, il faut qu'on fasse l'association. Et puis on a fait ça depuis lors, vous formez beaucoup de femmes quoi. Ah oui, maintenant on fait plusieurs cohortes, on fait par cohorte de 15 femmes à peu près. Les cohortes font entre 6 mois et 1 an. Donc franchement, c'est très très inspirant tout ça. Donc on va un peu commencer, on va un peu rentrer dans l'entrepreneuriat. Quand je savais que je vais l'inviter, j'avais ouvert une boîte de questions sur Instagram. Donc pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram, il faut le faire, c'est un autre monde. Oui, on apprend des choses sur son Insta. Donc du coup, ils m'ont demandé pas mal de questions à demander à quelqu'un qui est comme elle. Donc je me suis dit qu'on va commencer maintenant sur l'entrepreneuriat, les questions. Donc là c'est Awa, moi je me réveille un jour, je dis ok maintenant je veux devenir entrepreneuse. Quelles sont les questions que je dois me demander en fait? Déjà il faut que tu saches ce qui te passionne. C'est important. Ah oui, c'est important parce qu'en fait sinon tu auras toujours l'impression que tu travailles et pas que tu es en train de dream your Je vois ce que tu veux dire. Tu vas live your best life. Donc il faut que ça te passionne, il faut que tu trouves ta passion et que tu vois comment tu peux faire en sorte que ta passion t'apporte quelque chose. Te fasse vivre, te rémunère. D'accord? Par exemple, moi je prends l'exemple sur moi, c'est plus facile. Quand j'ai dit que j'aimais coacher, j'aime ça, j'aime entreprendre. Donc j'aime transmettre, j'aime coacher, j'ai dit, ok, comment je fais pour pouvoir gagner ma vie avec? Ça, c'était le premier point. Et surtout, comment je fais pour avoir cette légitimité? Donc ça, c'est le deuxième point. Il faut que tu aies la formation qui te permette d'y arriver, en fait. Tu vois, pour qu'au moins, quand tu vas commencer, on va dire, bon, c'est toi vraiment la référence dans ton domaine. Tu sais ce que tu fais, tu as la formation pour le faire. Et de toute manière, avec toi, on est sûr d'avoir soit un bon service, soit un bon produit. Donc moi, du coup, je savais que, par exemple, c'est vrai que j'ai fait finance, j'ai été dans des comités de crédit de banque, etc. Mais en soi, pour ma légitimité, je me suis formée en coaching. Et j'ai fait la certification pour être coach parce que c'était important. Tu vois. On a fait ce qui te passionne, on a vu la formation qu'il te faut. Et maintenant, il faut que tu vois de quoi tu as besoin pour y arriver. Tu vois, et de quoi tu as besoin? Déjà, il y a ce que toi tu peux faire directement. Donc, il y a la formation en fait partie, mais peut-être que ça peut être autre chose. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans l'habillement, il faut que tu sois sûr que toi-même, quand on te voit et que tu t'habilles, tu représentes. Tu vois, il faut que tu représentes en fait. On dit toujours fake it till you make it. Et en fait, écoute, tu agis comme quelqu'un qui. C'est vrai. Il faut que tu rentres dans le personnage. C'est très vrai. Ce que tu dois faire aussi, c'est en termes financiers. Est-ce que tu as besoin d'argent ou pas? Si oui, comment tu vas faire pour avoir cet argent? C'est combien? Est-ce que c'est ta famille qui va t'aider? Donc ça, c'est love money, souvent. Est-ce que c'est une banque qu'il faut aller voir? Là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment attacher ta ceinture. Subir. Voilà. Est-ce que c'est un fonds d'investissement? Donc voilà, il y a tous ces aspects-là.
Et ensuite, moi je trouve que c'est très important, c'est de se mettre un plan. Planifier. De s'asseoir et faire un business plan. Non. Planifier, genre à quelle échéance tu veux faire. Tu vois, est-ce que tu veux le faire dans 3 mois, dans 6 mois. Et en fait, tu vas voir que, ça je le dis souvent dans les podcasts que je fais, tu vas voir qu'en fait, c'est comme si l'univers ou c'est Dieu ou... Tu vois, tout se met en place en fait. Et c'est une manifestation, on va dire. Exactement. C'est quelque chose comme ça. Exactement. Et en fait, ou bien alors c'est toi, tellement tu as tout planifié, tu as écrit, tu commences à percevoir les opportunités autour de toi. Effectivement. Donc l'autre question que quelqu'un m'avait demandé, tu avais un peu touché sur ça, c'est en fait, si on veut commencer un business et on n'a pas de sous, c'est comment? Alors, le plus facile, c'est d'aller autour de soi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est love money. C'est les parents, les conjoints, les amis. Il y en a beaucoup maintenant qui font les litchis, les cagnottes. Like crowdfunding, exactement. Mais bon, en Afrique, ça ne marche pas beaucoup, hein, je vous dis la vérité, franchement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors que, bon, bref, on va aller dans un débat là-bas. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect des banques. Mais dans l'aspect des banques, ça nécessite un business plan. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui sont contre le business plan maintenant. Parce que bon, on se dit finalement, ça ne sert pas. Mais si tu veux un financement bancaire, il te faut un business plan. Moi, j'estime que c'est toujours important de l'écrire, même si tu le gardes pour toi. Et donc, pour une banque, il te faut un business plan. Et en plus, ça va être très difficile si c'est une première fois que tu entreprends. Il faut leur montrer que tu es légitime. Exactement. Exactement. Déjà que tu es légitime, que tu vas les rembourser, que tu as de l'expérience, enfin bref. Donc ça, c'est compliqué, surtout dans un pays, si des fois c'est un pays qui est instable ou s'il y a des problèmes, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que tu peux faire, si c'est beaucoup d'argent, c'est un fonds d'investissement, mais ça, je pense que quand tu es arrivé à ce stade-là, en fait, ça veut dire que finalement... you are very good at what you do. Exactly. Parfois, c'est même les fonds d'investissement en fait, qui vont venir vers toi pour te demander est-ce que tu as besoin de financement. Là, tu peux dire ok, là, je suis bien. Je suis calée, quoi. Yes. Et sinon, l'État. En fait, il s'avère que dans nos pays, il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les États, les gouvernements, etc. Mais en fait, on n'est juste pas au courant. Mais comment faut être au courant? Ça, il faut faire appel à nous, hein. Et il y a aussi les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, parce qu'ils ont beaucoup de programmes, donc que ce soit les Allemands, les Français, les Danois, etc. Les Américains aussi, beaucoup. En fait, ils ont beaucoup de programmes pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat, pour les femmes, etc. En Afrique, quoi. Oui. Il faut les chercher. Franchement, le futur en Afrique, la vérité, pour entreprendre le futur en Afrique, moi, la moitié des business que je fais actuellement, j'aurais pas pu les faire si j'étais pas ici, si j'étais pas en Afrique. Donc Afrique future. Ah oui, non, là, c'est-à-dire, pour la noire Lénen, ça, vraiment, comme quoi. Non, moi je vais partir, elle va me coacher, parce que bail de fois, je vous cherche ça. Donc c'est ça. Et pour savoir, franchement, il faut beaucoup aller vers les structures d'appui pour la promotion des investissements, etc. Genre l'APIX, l'API, dépendamment du pays, ça c'est important. S'il y a des ministères du secteur privé aussi, c'est important d'y aller. Il y a des bailleurs qui font directement des accords ou des conventions avec des banques. Donc des fois c'est aussi demandé aux banques, mais vous n'avez pas un bailleur qui peut garantir mon prêt, etc. Parce que les banques ils vous en parlent pas, mais des fois c'est là. Oui. Mais pourquoi tout est tellement caché dans ce pays c'est pas que dans ce pays, c'est partout, mais c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui y arrivent vraiment et puis ceux qui se fatiguent. Parce que comme tu n'as pas l'information, tu as tendance à dire je vais pas y arriver, alors que quelqu'un qui veut vraiment entreprendre là, il va chercher, il va creuser, il va jamais prendre non comme une réponse. Il va toujours aller creuser, et chaque non en fait c'est pour se rapprocher de son oui, quoi. En fait, il faut réfléchir comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Laissez pour quelqu'un qui, on va dire, c'est juste quelque chose que je suis en train de passer, qui n'a pas de famille à demander. Et tu as un petit travail. Peut-être qu'il faut mettre un peu d'argent à côté, non? Ouais, ça c'était l'autre possibilité, c'est épargner. Mais en fait, l'épargne, moi je pense que c'est plus long. On va dire, c'est quelque chose. Après, ça dépend de combien tu veux lancer, puisque par exemple, moi sur ma page, je mets souvent des idées de business à 50 000, etc. que tu peux lancer. Donc oui. Mais après, si c'est vraiment pour faire quelque chose d'important, l'épargne peut te permettre peut-être d'aller vers la banque et de dire bon voilà, j'ai pu épargner 30% du montant dont j'ai besoin, parce qu'une banque pour un premier prêt va rarement vous prêter de l'argent si vous amenez pas au moins 30%. Je vois. Donc si vous venez en disant voilà j'ai épargné 30%, est-ce que je peux avoir un prêt? Ça peut aider. Donc l'autre question que j'avais pour toi, c'est qu'en fait si tu vas entreprendre, on va dire, et dans un domaine qui te passionne mais tu ne connais vraiment pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, moi ce que je me dis, c'est vrai que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. À plusieurs on va plus loin. Donc
Si tu sais que c'est un domaine vraiment qui te passionne, essaye de trouver quelqu'un, tout simplement, avec qui tu sais qu'il y a tes atomes crochus, avec qui tu peux travailler, parce que c'est toujours dur de dire que tu vas t'associer avec quelqu'un. Franchement, c'est compliqué. Mais si tu trouves la bonne personne, écoute, ça devient même un plaisir et tu apprends énormément. Moi, je reparle de Aram parce que pour moi, ça a été la révélation. Avec Aram, en fait, on s'est découvertes comme ça. Et maintenant c'est juste un plaisir, on se complète. En fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, tu vois, donc ça vient vraiment tout seul et ça connecte directement. Et à la base, moi, la communication, franchement, la vérité, je connaissais rien du tout. Moi, tout ce que je sais, moi, c'est compter l'argent, faire rentrer l'argent, des choses comme ça. Et en fait, Aram, c'est une tête. Enfin, elle est vraiment, elle maîtrise. Moi, la première fois qu'elle est venue me voir, elle dit bon, alors voilà le rétro-planning. J'ai regardé le truc, j'ai dit mais il y a quoi? C'est quoi ça? Voilà, bref, ça c'était la petite digression. Donc, comme je disais, c'est vraiment avoir quelqu'un avec qui tu peux travailler, en qui tu as confiance et que franchement, vous vous complétez. Confiance, c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, ils ont peur de travailler avec des gens parce qu'ils se disent que si je travaille avec quelqu'un et j'y connais rien, je leur donne mon idée, ils peuvent prendre ça pour faire ce qu'ils veulent. Et puis il y a beaucoup ça en Afrique, on a qu'à se dire la vérité. Je sais pas pourquoi c'est plus en Afrique qu'ailleurs. En tout cas, moi, je l'ai plus remarqué en Afrique qu'ailleurs. Peut-être que c'est un jugement que je fais, mais en tout cas, moi, je l'ai plus subi en Afrique qu'ailleurs. Quand tu parles trop de tes idées, etc., tu te lèves et puis tu vas voir quelqu'un qui n'a aucun talent, qui connaît rien du tout, mais qui va faire exactement ce que tu avais prévu de faire, tout simplement parce que la personne a plus de moyens financiers. Mais autant au début, ça faisait mal quand je vivais ça, mais maintenant, je me dis... En fait, c'est ton idée, c'est en toi, c'est ton essence et personne ne pourra remplacer ce que toi tu allais apporter au projet. La passion que tu as pour ça. La passion que tu as pour ça. Donc en fait, même si quelqu'un fait ça, il ne faut surtout pas que ça vous empêche de vous lancer ou de monter votre projet. Ça peut prendre plus de temps, mais au moins, avec vous, ce que vous allez y apporter, ça peut être toute une nouvelle histoire, quoi. Donc ça, c'est le point que j'allais dire. Encore une digression. Awa, elle va me tuer parce que je vais dans tous les sens. Vas-y. Mais c'est intéressant. Franchement, je trouve que le fait de se mettre avec des personnes avec qui vous pouvez vous compléter, travailler ensemble, c'est vraiment c'est important. Donc, même là que tu parles, je suis en train de me voir, je pense que j'ai un peu ce problème de trust, you know. J'essaie de faire tout moi-même, mais maintenant, it's opening my... Mais c'est ça, et puis des fois, tu peux même prendre quelqu'un qui n'est pas dans ton pays ou quelqu'un qui est ailleurs en fait, mais que finalement vous allez finir par... Maintenant je comprends un peu, la passion est importante et si tu ne te connais pas, tu vas vers quelqu'un que tu fais confiance, qui s'y connaît. Tu te formes aussi. Je pense que l'une des questions quand même qui venait, tu as vraiment un peu touché à ça, mais c'était le financement vraiment. Il y avait tellement de gens qui parlaient de financement. Là, si tu as un gros, un business plan qui te demande beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Si moi, Awa Gueye, je veux un business qui peut me coûter peut-être 300 millions et j'ai que 10 millions. Non, mais il faut te dire, donc si c'est ça la scène, je vais rire. Je vais te dire, commençons d'abord avec les 10, montons à 30, 40, après une rôle. Mais sinon, ce que je te dirais, c'est que maintenant, en fait, c'est surprenant, mais on voit qu'il y a de plus en plus, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique, c'est vraiment le futur. Donc, de plus en plus, on va voir que les gens du Moyen-Orient, dans tout ce qui est Dubaï, Turquie, etc., en fait, ils veulent vraiment aller dans les pays comme les nôtres en Afrique. C'est le futur! Non, mais sérieusement! Et en fait, ils veulent aller dans les pays comme ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de voir des partenaires étrangers. C'est juste ça en fait, il faut vraiment essayer d'aller voir les partenaires étrangers et essayer de les convaincre à venir. Mais bien sûr, là encore, c'est pas juste appeler, oui bonjour, j'ai un projet, j'ai 10 millions et moi j'ai besoin de 290 millions pour le mettre. Non, il faut quand même que vous puissiez prouver qu'on peut vous faire confiance, que vous avez l'expérience, que vous avez cette légitimité et que vous maîtrisez le domaine et qu'on peut travailler avec vous. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup d'argent, ils sont pas sur place, ils sont pas sur le terrain et en même temps, ils n'ont pas la connaissance de l'écosystème local. Donc c'est ça que vous devez faire, c'est ça que vous devez vendre en fait à des partenaires étrangers. Moi j'ai une question, comment les chercher? Comment les chercher en fait, ces partenaires? Est-ce qu'il y a des sites qui te permettent de mettre en contact? Les sites, moi j'évite beaucoup les sites parce qu'on ne sait jamais qui est de l'autre côté. Et puis je ne sais pas si vous avez vu l'histoire du monsieur là, de Nigérian là, Hush Puppy ou je sais pas, qui est devenu riche du jour au lendemain alors qu'en fait c'était un truand. Bon, je dis ça comme ça, mais la vérité, les gens de... Comment ça s'appelle? De Moyen-Orient, ils ont super peur des Africains à cause des Nigériens. Oui. Mais après, c'est pas tout le monde, encore une fois, mais je veux dire, ils ont eu beaucoup de mauvaises expériences. Et il y a eu beaucoup de gens aussi de la sous-région qui sont partis et qui ont réussi à ramener beaucoup de millions de dollars. Moi, j'ai des exemples même au Mali où des personnes ont pu avoir de l'argent là-bas et en fait, au final, n'ont pas fait le projet. Donc, en ligne, je pense que les gens sont beaucoup plus frileux. Mais ce qu'il faut faire,
il faut parler autour de vous, il faut essayer d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Des fois, vous pouvez être quelque part, il faut vraiment saisir les opportunités en plein vol. On va dire networking, on va dire. Exactement. Et puis surtout être à l'écoute, quoi. Des fois, c'est un truc tout bête, tu peux être en train de faire la queue à la banque, tu vas entendre que, ah, mais il y a tel projet qui est en train de se faire à tel endroit. Et là, tu peux dire, ah, mais oui, mais moi, peut-être que je pourrais gagner à m'intégrer dedans, dans ce projet-là. Par exemple, quand les Indiens sont venus faire tout ce qui était construction, etc., il y avait peut-être quelqu'un qui était dans les carreaux, quelqu'un qui était dans la plomberie, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment tout bêtement que ça peut commencer. Donc, moi, je dirais que c'est le networking et puis c'est la limite, l'équilibre entre parler de son projet et de ce que tu fais et ne pas parler beaucoup. Le plus voilà, et ça, c'est super compliqué. Mais ce qu'il faut faire, je pense, c'est parler en tout cas de vous et de ce que vous faites. Ne parlez pas de vos projets futurs. Donc les gens comme moi là, qui restent toujours à la maison, donc il faut que je commence à sortir. Bah oui, hein. En tout cas, il faut essayer de voir même, tu sais, même maintenant avec Insta et tout, tu arrives quand même à voir ce qui se fait. C'est vrai. Et donc, c'est d'être au bon moment, au bon temps. Je vois. C'est compliqué le monde d'entrepreneuriat. Bon, non, en fait, c'est un plaisir, quoi. C'est pour ça que quand tu es passionné, tu te rends pas compte que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs, des fois. Il y a beaucoup de tentatives qui ne vont pas réussir. Si je vous dis que là, demain, vous allez vous lancer et que ça va fonctionner directement, franchement, ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive, mais c'est très rare parce qu'il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut, en fait, c'est ne pas lâcher et continuer à chaque fois. Et rester focus sur son but, sur son objectif et se dire je lâche pas en fait. Tant que je suis pas arrivée à mon objectif, je lâche pas. Ok, non. Quand tu n'arrives pas à ton objectif, tu lâches pas. Comment faut savoir aussi si un business est rentable ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois you can be like, comment je peux expliquer ça? Undeniable que c'est ma passion, mais ça c'est pas rentable, mais je vais continuer. À quel moment faut te dire ok stop, c'est pas rentable ou c'est rentable? En fait, ce qu'il faut faire toujours, c'est tester un peu autour de soi. Ok. Tu vois, quand tu testes autour de toi, tu arrives déjà à savoir. Mais pas forcément chez tes proches, parce que tes proches ne seront jamais... tu vois, ils seront toujours un peu sensibles. Ils seront pas... Je ne veux pas dire qu'ils ne seront pas honnêtes, mais en tout cas, ils vont toujours te couver. Voilà. Donc, c'est beaucoup de faire des petits tests. Par exemple, il y a beaucoup de gens, avant de lancer leur boutique, ils font des ventes privées, ils font des pop-up stores, etc. Par exemple, Nana Wax, elle a commencé avec une page Facebook. Je parle d'elle mais parce que j'admire vraiment le parcours de cette dame-là. Elle a commencé avec une page Facebook où elle partageait sa passion. J'aime le pain de chez moi. Donc elle partageait vraiment des photos, des trucs qui n'avaient rien à voir avec elle, mais vraiment des choses qu'elle faisait. Petit à petit, elle a commencé à faire des vêtements, à les vendre et les vendait en vente privée. Donc elle voyageait dans différents endroits. C'est intelligent ça. Ouais, et elle vendait ses vêtements. Et en fait, petit à petit, les gens venaient de plus en plus. Donc, et tu payes pour entrer, ensuite tu achètes des vêtements, etc. Et en fait, les gens venaient, au-delà même de l'habit, les gens venaient aussi pour la personne. Et petit à petit, comme ça, elle a ouvert une boutique, 2 boutiques, etc. Donc, je pense que le fait de tester, c'est vraiment quelque chose de très important. À partir du moment où on voit que la mayonnaise ne prend pas, il faut changer, il faut passer à autre chose. Et il faut savoir avoir, ça c'est très difficile, il faut savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Ça, c'est pas facile, j'avoue. Mais en même temps, si tu es passionné par ce que tu fais, franchement, et que tu lâches pas, c'est peu probable que tu y arrives pas. On dit toujours que Coca-Cola, je crois que c'était, je sais plus, je me souviens plus le nom, mais je crois que Coca-Cola, la première année, ils n'ont pas vendu plus de 20 bouteilles. La première année que 20 ou 25 bouteilles. C'est comme tel là aussi, on peut pas dire des bêtises, mais en tout cas, c'est entre 20 et 25. Et ils n'avaient pas vendu plus que ça la première année. Et quand on regarde les Coca-Cola, même si tu vas en Chine, tu bois Coca-Cola. C'est vrai, hein? Mais donc à un moment donné, là, je suis entrée... Attends, excuse-moi. Coca-Cola, au début, ils ont dit que c'était un médicament, s'il te plaît. Donc, quand ils vendaient, c'était un genre de pharmacien de l'époque, là, je sais plus comment ils appellent, oui, qui venait dans les villages et qui disait, oui, c'est un médicament, ça soigne ci, etc., un peu comme l'aspirine et tout. Alors qu'en fait, quand ils ont vu que ça ne fonctionnait pas comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui a refait tout le marketing, qui a retravaillé toute l'image de Coca-Cola et maintenant Coca-Cola c'est une boisson. Donc à la fin, ça veut dire que l'image, branding est matters quand il s'agit de... Branding is key. Is key. Yeah. Parce que moi je dis toujours en fait, parfois quand je fais mes vidéos, c'est la raison pour... je dis toujours, people buy into stories. Forcément ils n'achètent pas juste parce que j'ai envie d'acheter ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'histoire qui va avec. Mais en fait, c'est l'histoire de toutes les grandes marques du luxe. En fait, on a qu'à se dire la vérité. Quand tu achètes, quand tu vas dans une boutique Vuitton, etc., des fois, la vérité, le sac, tu peux pas dire, bon, on va dire Yves Saint Laurent, parce que Vuitton, quand même, on peut pas parler de Yves Saint Laurent, tu rentres dans la boutique, à la base, tu peux pas dire c'est pour que la qualité du sac. Parce que si tu compares Yves Saint Laurent à un autre sac, peut-être que ce sera pas la même qualité. Mais c'est pour toute l'histoire de Yves Saint Laurent, la marque, la vie de l'homme, le branding en fait. Tu vois, l'image de marque. C'est pour ça que tu vas l'acheter.
Donc, j'ai une autre question. Parce que là, on a parlé un peu de genre, à quel moment il faut arrêter, tu vois. Donc, là, si quelque chose ne marche pas, peut-être qu'il faut essayer un peu de changer la manière à faire. Exactement. Pour voir si ça marche. Exactement. Si ça ne marche pas vraiment, tu arrêtes. Oui, mais le fait d'arrêter les Américains, ils appellent ça le pivot. Ok. En fait, c'est... Voilà, exactement. C'est de pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Par exemple, pendant la crise Covid, il y en a plein qui se sont rendus compte, en fait, qu'ils faisaient des affaires et ça ne fonctionnait pas du tout. Et à cause de Covid, plutôt. Donc, ça marchait très bien. Il y a eu Covid et après, ça a commencé à décliner. Et c'était, par exemple... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Amérique du Nord, c'était assez développé, mais en Europe, pas du tout, la livraison à domicile des courses. Donc, quand tu étais en France ou ailleurs, tu ne pouvais pas acheter en ligne sur Internet et te faire livrer. C'était très compliqué avant Covid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde ne faisait pas ça. Il y avait certaines structures qui faisaient, ou sinon c'était le drive-in, tu commandes, tu viens prendre. Et en fait, avec Covid, les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de manque à gagner parce que les gens ne sortaient plus de chez eux. Et donc, ils ont commencé à s'adapter et à proposer en fait les services de livraison. Et donc maintenant, directement quand tu achètes, tu peux te faire livrer. Avant, cool. Certains le faisaient, mais pas tout le monde. C'est cool. Et il y a un autre truc, j'avais pris un cours avec un truc sur Harvard où on t'expliquait, vous avez vu les trucs, comment ça s'appelle là, avec les moteurs. En France, tout le monde a ça maintenant pour rouler là. Non, les trotteurs là. Tu es debout, oui. C'est partout aux États-Unis. Voilà. En fait, est-ce que vous savez que ça a été lancé au début des années 2000, je crois, par une boîte, une petite start-up qui était dans la Silicon Valley, etc. Et en fait, ils ont commencé, c'était beaucoup plus gros, mais par contre, c'était aussi à batterie, etc. Ça fonctionnait. En fait, ça n'a pas marché du tout. Mais parce qu'ils n'ont pas fait le marketing, il n'y avait pas le branding, il n'y avait pas l'image cool que ceux qui ont créé après ont réussi à donner. C'était pas là. Non, je te dis, quand j'étais aux États-Unis, parce que j'étais là en vacances, mais je le voyais partout. Mais c'est ça, tout le monde fait ça maintenant. Alors qu'au début, ça ne marchait pas du tout. Et donc là, une personne aurait dit ça ne marche pas, j'arrête, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Et il a fallu que quelqu'un d'autre reprenne cette idée, retravaille le mécanisme, enfin, je sais pas, la machine, l'affine, et puis mettre toute une image derrière de quelque chose de jeune, trending. Branding, c'est important. C'est ça. Non, tu as parfaitement raison. Parce que mais maintenant, tu vois, avec les marques sénégalaises, je vois de plus en plus des branding. Quand tu vois une marque, tu dis, ok, là, c'est cette personne. Et ça, c'est cool à voir. Et tu remarques même que les autres, ils essayent de piquer les couleurs, ou la typographie, ou des choses comme ça. Parce que justement, ils ont vu que c'est cette marque-là qui fonctionne. C'est comme Frigidaire. Frigidaire, à la base, c'est une marque. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais tout le monde dit, il faut que j'achète un frigidaire. C'est la marque en fait. C'est pas vrai. J'ai jamais pensé. Faut arriver à être leader en fait. Moi, je vais partir avec elle. On va pivoter Sud Sénégal. On va essayer de pivoter pour voir. Non, Sud Sénégal, machallah, tabarkalla, il faudrait changer. Non, mais rien de dingue quoi. Parce que là, tu me donnes tellement beaucoup plein d'idées, franchement. Là qu'on parlait de pivoting et aussi de savoir si un business ne marche pas. Là, on ne connaît pas beaucoup de personnes. Tu vois, comment avoir des clients si on n'est pas. C'est networking. Ça, c'est super important de faire du networking. Et ensuite, c'est beaucoup la qualité. Si ce que tu fais est bon, si ton service ou ton produit est de qualité, les gens viendront à toi. Et beaucoup de bouche à oreille, en fait. Et puis surtout, comme je dis, c'est oser aussi aller à l'extérieur, sortir de sa zone de confort. Ça fait très peur quand tu te lances, quand tu entreprends. Ça fait vraiment peur de se dire tu sors de ta zone de confort, mais il faut oser. Aller parler à des gens auxquels tu parlerais pas d'habitude. Tu sais ça. Non, c'est cool. Et puis surtout, aller vers les gens, parce que des fois, si toi... donc comme je disais, moi j'ai fait du coaching, mais pour être coach, j'ai fait une certification coaching, mais pour être coach, tu dois être coaché aussi, pour savoir ce que ça fait. Et donc moi, ma coach me disait beaucoup, le fait de savoir que tu as quelque chose qui peut aider ton client, et de ne pas aller vers ton client pour lui en parler, limite, c'est de l'égoïsme. Parce que tu dois aller, tu vois, et en fait, il faut pas voir les choses comme si c'est toi qui vas demander un service à quelqu'un en lui vendant ça. Moi, ça m'a pris beaucoup de pouvoir le faire, justement, donc c'est pour ça que ça me parle quand tu dis ça, mais des fois, il faut oser aller vers l'autre et lui dire, tu sais quoi, franchement, tu fais ça, c'est très bien, mais moi, je pense que si tu viens faire appel à mon service ou avec tel produit que je te propose, tu vas arriver à une autre dimension. Mais je vais pas te mentir, là que tu parles, j'ai des goûts parce que moi, j'ai ce problème. Je vais vous dire. Pour mon business, tous mes contrats, c'est eux qui viennent vers moi. 100%. Mais alors, dis-toi que
les autres qui ne te connaissent pas et que toi tu as identifié, tu es en train de les priver de quelque chose. C'est vrai. C'est pas genre eux qui te rendent un service en fait, c'est toi qui les prives d'un service que tu pourrais leur proposer. C'est tellement drôle parce que ce matin je me réveille, j'utilise un service que j'aime beaucoup et je me disais ce serait cool quand même de travailler avec eux, mais Awa normalement en ce moment va jamais vers eux pour leur dire ok je pense que si on travaille dessus sur quelque chose ça peut aider mon audience, mais là tu me donnes mais et surtout que franchement, on a qu'à se dire les choses. Enfin, Suite Sénégal, c'est pas n'importe quoi non plus, quoi. Non, mais écoute, franchement, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est même pour eux, c'est bénéfique. Et en allant les voir, moi, je te propose, va les voir et tu leur dis. Et puis d'ailleurs, moi, voilà, je suis suivie par tant de milliers de personnes, j'ai tant de millions de vues, j'ai telle chose, j'ai tel awards, j'ai tel truc. Et elle me coach là. Non, mais grave. Non, mais t'as raison. En fait, c'est toi qui leur fais tu leur fais ce privilège un peu. Non, ne le vois pas dans le sens où c'est eux qui te rendent service. Au contraire. Je suis d'accord sur ça. En fait, je pense que c'est plus deep que ça, tu vois. C'est le fait qu'on me dit non et tout ça oui, j'ai un peu peur. Mais c'est quelque chose que je vais commencer à y penser. Si on te dit non, ça fait quoi? Ça fait absolument rien. Est-ce que le goût de ton café va changer demain? Jamais de la vie. Non, au contraire. Tu sais que, écoute, ils méritent pas et puis tu passes à autre chose. C'est vrai. Au pire, tu vas voir leurs concurrents. Mais c'est tellement vrai. Oh non mais c'est so cool. Maintenant, je veux que tu parles pourquoi le service clientèle est important dans un business. Parce que c'est une autre conversation pour un autre jour. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est comme tout à l'heure quand je te parlais des marques de luxe. En fait, quand tu vas acheter quelque chose, c'est l'expérience derrière que tu achètes. C'est tout le voyage, comment tout est facile, comment on te traite, comment tout est... Vraiment, en fait, écoute, tu vas pas dépenser ton argent et puis venir, on te maltraite. La vérité, moi, je peux pas. Il y a un peu ici que ça. Non, c'est vrai en plus. Et ici, même si tu vas à la banque, ils vont mal te traiter. Alors qu'en fait, les gens, ils oublient que la banque, en fait, c'est un peu tes dépôts qui les font vivre. Ceux qui sont au guichet. Tu vas aller récupérer tes papiers de naissance ou des choses comme ça à la mairie ou autre chose. On va mal te parler, on va te faire galérer. Alors qu'en fait, c'est quand même tes impôts et tout le travail que tu fais qui permet que tout ça ce service puisse avoir lieu. Donc en fait, je pense que c'est aussi beaucoup dans la mentalité. Donc les gens vont aller demander un service, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est même pas qu'ils demandent un service, ils vont aller faire quelque chose et ils vont avoir l'impression qu'ils demandent un service à quelqu'un, alors qu'en fait la personne en face, elle fait juste son travail. Effectivement. Et ce comportement-là fait que comme les gens sont illettrés, ils vont dire à la dame, tu remplis ici pour moi, est-ce que tu peux faire ça? Donc la dame a cette pouvoir. Voilà, je dis la dame, je suis désolée, ça peut être le monsieur, mais c'est beaucoup les dames qui font ça. Astaghfirullah. C'est moi derrière que je parle de ça. Mais c'est ça, donc ils vont avoir cette posture un peu de cette posture de hiérarchie et ça va s'installer petit à petit. Dans un pays par exemple presque tout le monde est lettré, etc., alphabétisé, tu vas voir que ça n'arrivera quasiment pas. Tu vois, tu auras difficilement quelqu'un qui va te donner un mauvais service clientèle. Après, je dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, pourquoi c'est important? C'est parce que déjà, si tu veux que le client revienne, il faut que tu le traites bien. Sinon, moi, je vois pas pourquoi je vais retourner quelque part, on en a parlé. Et surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est rapide. C'est-à-dire, regardez le scandale avec Manco, là, le restaurant. Oui, le resto. La dame, franchement, elle était bien habillée. Oui. Et tout le monde rentrait, des gens moins bien habillés qu'elle rentrait. Mais si c'était pas à l'ère des réseaux sociaux, de Snap, Insta, etc., mais on n'aurait jamais su ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, le parquet s'est saisi de l'histoire et voilà, maintenant, ça a pris des proportions qui font que, par exemple, moi, africaine, je me dis, mais pourquoi je vais aller manger dans ce restaurant où on me traite mal? Du coup, comme on vient juste de dire, la service clientèle est super important. Parce que moi, je sais que toutes les entreprises que je suis partie, même au Sénégal, qu'on me traite bien, même si je suis bien suivie, j'en parle. Parce qu'on m'a bien traité, tu vois. Donc, soyez gentils avec vos clients. Parce que d'ailleurs, en tout cas. Donc, l'autre question, c'était en fait, c'est quoi l'étape le plus difficile, on va dire, dans l'entrepreneuriat? Je dirais c'est le début. En fait, par début, j'entends déjà le fait de oser se lancer. Ça va être le plus dur parce qu'à chaque fois, il y a cette voix à l'intérieur qui va te dire non, n'y va pas, pourquoi tu penses que pour toi ça va marcher, il y en a déjà beaucoup qui font ça, tu vas pas y arriver, etc. Ouais. En fait, ça va être le plus dur. Ouais. Et je pense qu'une fois que ça c'est fait, on est déjà halfway. Ok. Quand tu arrives à te lancer. Tu te mets en condition, tu te lances. L'autre truc qui est dur, c'est les refus, les échecs.
Parce qu'au début, tu vas te lancer et tu auras beaucoup de non. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, j'ai pas besoin. Des fois, parce que c'est trop innovant. Des fois, c'est parce que les gens ne voient pas vraiment qu'ils ont ce besoin-là. Ils ne se rendent pas compte. Et puis des fois, c'est juste que tu présentes pas bien, tu vends pas assez bien, tu montres pas bien, tu fais pas bien le lien et la connexion entre ce que tu proposes et le besoin de la personne. Donc, je pense qu'au début, il faut pas se décourager en fait, parce que tous ces noms-là sont bénéfiques. À chaque fois que quelqu'un va dire non, il faut dire mais pourquoi elle a dit non? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a dit non? Et en fait, à chaque fois, ça permet d'améliorer ce que tu proposes. Voilà, et de le présenter autrement, ou de mieux faire les liens, ou de le changer, de faire du pivot, etc. Donc moi, je pense que c'est ça le plus dur, c'est vraiment oser, et ensuite, c'est de passer outre les noms. Et puis en fait, à la fin, tu sais, à un moment donné, c'est comme Dirkies, quoi. C'est genre, on tellement te tape que tu sens plus, quoi, tu as plus peur. Ouais. Et en fait, c'est ça, il faut que tu arrives à un point où tu n'as même plus peur qu'on te dise non. C'est genre, ok, il va me dire non, ok, je passe, next, tu barres et tu vas au suivant. Et ta plus grande victoire, ça va être quand un client, moi ça m'est déjà arrivé, et franchement, j'étais sur un autre level, un client qui m'a dit non, pardon, un client qui m'a dit non en me disant j'ai pas besoin de ça, etc. Et après qui est venu vers moi, quand je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'était... Ah ouais, non, ça n'a pas de prix. I can only imagine. Ah ouais, ça n'a pas de prix. Ah mais c'est cool. Donc à la fin, moi je pense que dans l'entrepreneuriat, quand j'y pense vraiment, like, you just don't have to give up, tu vois. Quand tu y crois vraiment, quand tu crois que ça peut marcher, tu essaies de pivoter des manières différentes pour voir si ça peut décoller ou pas. Ouais. En fait, ouais. Donc en parlant, il y a des gens comme toi qui ont keep leur 9 to 5. Tu vois, qui ont keep leur job à temps plein. Et tu as même le fait que tu as 5 business là, ça me choque toujours. Plus un temps plein. Comment tu t'organises en fait? Alors, comment je m'organise? Comme je disais tout à l'heure, franchement, le fait d'avoir un mari compréhensif, ça aide. Okay. Ça, c'est déjà une grosse part. L'autre chose, c'est que je délègue beaucoup. Okay. Quand je dis délègue, alors il faut faire attention parce qu'il y a délégué et délégué. Je délègue, mais je suis. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des caméras, je suis à un endroit, je peux te dire ce qui se passe à une boutique ou ailleurs avec la caméra. Je suis et je fais des suivis réguliers avec... maintenant, avec Internet, tout est facile. L'autre chose, c'est que c'est automatisé aussi. J'ai beaucoup de business qui sont automatisés, donc en fait, ça se fait quasiment tout seul. Et après, c'est l'organisation. C'est-à-dire que je partage mon temps. Je sais que du lundi, par exemple, au vendredi, il y a des jours où je travaille moins, où j'ai des après-midi de libre. Donc ces après-midi, je les dévoue à quelque chose de précis. Du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, je sais que je ne peux pas travailler parce que je suis dans mon emploi pour lequel je suis rémunérée. Ensuite, je sais que j'ai 2 heures, j'essaie de prendre 1h30 à 2 heures, 2 ou 3 fois dans la semaine pour chacune des choses que j'ai à faire. Le dimanche, je ne travaille pas du tout, là, c'est que pour les enfants. Ouais, c'est cool. Et après, c'est vraiment aussi veiller à ce que les enfants aient leur moment à eux, pour pas qu'ils se sentent négligés. Donc, ce que je fais aussi, par exemple, les 2 grands, je les implique. Des fois, je vais avoir des fichiers ou des choses comme ça. Mon fils, celui de 12 ans, lui, il adore, par exemple, les fichiers Excel. Moi, il y a des choses, ça m'énerve dessus. Je lui dis, bon, tiens, regarde-moi ça, fais-moi la somme de ça, etc. Et ça lui fait. Ah, c'est cool. Donc, tu as des petits assistants. Ouais, c'est ça, genre. C'est cool, mais tu sais maintenant, c'est tellement cool ce que tu viens de dire. On est dans je pense qu'à cause des réseaux sociaux, on va dire, je blâme tout à cause des réseaux sociaux. Non, mais c'est vrai. Même si je travaille dessus, tu vois. On est dans un mindset qu'en fait, pour entreprendre, il faut que tu arrêtes ton 9 to 5. And do it full time. What do you think about that? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je déconseille. Je déconseille parce que, moi je sais que j'ai eu de la chance, il y a eu un coup d'état à un moment donné, ça a fait qu'on n'avait plus du tout d'activité, donc ça m'a permis de lancer plusieurs choses. Mais je pense que le fait d'avoir cette sécurité-là, beaucoup te disent non, il ne faut pas avoir cette sécurité, il faut juste y aller, tu abandonnes tout, tu te lances. Non, pourquoi? En fait, pourquoi? Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'être sûr que à the end of the day, à la fin du mois, tu as de quoi vivre et de quoi faire vivre ta famille. Qui est là, quoi. Qui est là, qui est constant, tu vois. Et d'ailleurs, ça te permet de pouvoir oser prendre plus de risques pour autre chose, parce que tu te dis, bon, au moins j'ai ce coussin-là. Mais tu as tellement raison. Et il faut que tu... Non mais attends, là, on avait un séance de coaching, mais je vais pas mettre ça sur la vidéo. Oui, mais franchement... Non mais... Mais je vais dire, la vidéo tire à sa fin en ce moment, tu vois, parce que je pense qu'on a parlé pas mal de choses. Mais moi, je ne veux pas te remercier pour te dire de vrai. Tout ce que ça me touche franchement. Non, je ne le dis pas. Quand tu parlais juste, je pense que si les gens vont regarder la vidéo, j'étais vraiment pensive. Parce que je pensais à moi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je me dis, ok, j'ai tellement beaucoup de choses que je peux faire. Si j'ose un peu et je pousse un peu, tu vois. Tu vas oser, tu vas pousser.
Inch'Allah. Et Inch'Allah. Elle est trop bien. Donc là, qu'on tire à la conclusion, vu que tu es une sérieuse entrepreneuse, on va dire, si tu dois décrire ton expérience d'entrepreneuriat en un seul mot, qu'est-ce que ça va être? Découverte. Découverte. Pourquoi découverte? Découverte parce que en fait c'est en entreprenant plusieurs fois encore et encore que j'ai découvert cette passion pour le business coaching, cette passion pour l'accompagnement des femmes et donc pour moi c'est vraiment une découverte et je changerai mon parcours pour rien au monde. Ah ouais. I like this. Non mais même moi si je peux être ton parcours, parce que ton parcours quand même il est franchement magnifique. Le fait que tu entreprends 4 gosses. Un travail temps plein. Machallah, c'est ça que je vais dire. Machallah. Qu'est-ce que je vais dire? Quel conseil tu vas donner aux gens qui veulent entreprendre, ou même aux nouveaux entrepreneurs, ou même aux entrepreneurs sérieux comme toi, on va dire? Je dirais de toujours croire en soi, de ne pas se décourager et de se dire que si vous voulez que les gens croient en vous, il faut que vous soyez la première personne à croire en vous. Et tu peux pas convaincre les gens, tu peux pas demander à quelqu'un de te croire, d'acheter ton service ou d'aller vers toi si toi-même tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. De ton service. Exactement. Moi, franchement, des fois quand j'ai le prix de mon coaching, et j'ai eu du mal, tout ça c'est un travail, mais quand j'ai dit le prix de mon coaching, la première fois j'avais peur, je bégayais, j'étais pas sûre, je disais oui mais est-ce que c'est pas cher, etc. Et en fait, maintenant je le dis parce que je sais la valeur que j'apporte à la personne et je sais ce que je peux changer en elle et je sais ce qu'elle peut gagner. Donc en fait c'est un investissement. Du coup, croyez en vous. Et foncez, n'ayez pas peur des noms. Merci. Ça tue pas, ça change pas le goût du café, le café aura le même goût le lendemain. Merci. Et voilà. Ah, franchement, et aussi je veux un peu que tu parles de ton service de coaching pour les gens qui nous suivent, parce que tu sais jamais qui nous suivent. Peut-être il y a des femmes comme moi là, après cette vidéo là, elle va me coacher. Xaw ma ndax am nga place, xaw ma ndax amoo place. Non, mais je vais rentrer dedans. Donc j'aimerais bien que tu expliques un peu ce service que tu as. Alors, donc ce que je propose moi, c'est un coaching en 2 parties. Soit en deux options plutôt. Soit l'option en groupe, donc c'est une option qui est moins coûteuse et qui pour une première approche peut beaucoup aider les femmes qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas comment faire, qui ont peur et puis qui veulent surtout être dans un groupe, être à plusieurs. Donc ça c'est un coaching en groupe que je fais. C'est des cohortes de 10 personnes que je propose maximum. Donc des fois c'est 5, des fois c'est 4. Ça dépend vraiment des profils parce que j'essaie toujours d'avoir des profils de femmes qui peuvent vraiment être ensemble. Je vais mettre par exemple quelqu'un qui est très peureux, qui a peur du risque, qui est averse au risque, avec quelqu'un qui n'a pas peur du tout du risque. Et je vais essayer de voir comment ces deux-là vont pouvoir s'équilibrer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Exactement. Et puis ça a l'avantage que non seulement tu es dans un groupe, donc c'est toutes des femmes entrepreneurs, vous apprenez ensemble. Et puis vous tirez ensemble et surtout ce sont vos premiers clients entre guillemets. C'est tellement vrai. Ouais. Mais grave. It's like a sisterhood kind of vibe. C'est ça, exactly. Et en plus tu te dis, en règle générale, moi j'ai toujours la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu traînes le plus. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des personnes qui peuvent vous aider à grandir et à évoluer. C'est tellement drôle parce que cette une heure que tu es assise là, je pensais à ça. Moi je suis assise, je me retourne, Aminata, 5 fois. C'est sérieux, non, mais je pensais vraiment à ça. Non, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui te pousse, c'est super important pour évoluer. La deuxième option, c'est l'option en coaching individuel. Donc là, c'est vraiment one-to-one. On se voit une fois par semaine, donc c'est beaucoup virtuellement. Je travaille beaucoup virtuellement. Et bon, des fois, par exemple, quand je voyage, si ce sont les personnes que je coach en France, quand je voyage, je vais toujours essayer de les rencontrer pour se voir, exactement. Donc ça, c'est vraiment un coaching, c'est adapté au business de la personne. On fait tout le travail de recherche, tout le travail de montage du projet, de conception, pour rechercher des financements s'il y en a besoin. Quand c'est quelqu'un qui a déjà créé sa structure, c'est comment la faire grandir. Et beaucoup... donc comme je fais du coaching, c'est beaucoup le coaching aussi sur les blocages et les verrous que les personnes ont. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que des fois, tu te limites alors que tu peux aller vraiment à un niveau au-dessus. Et enfin, il y a tout ce travail de recherche de fournisseurs quand c'est des produits, donc recherche de fournisseurs, etc., les mises en relation. Donc voilà, c'est... non, ça veut dire que vous faites de A à Z en fait. Ah oui, non, moi c'est de A à Z. Et en fait, après, même quand c'est fini, je suis encore là pour voir que tout va bien. Parce que c'est mon image en vrai qui est en jeu, tu vois. Parce que si jamais j'accompagne la personne et que ça va pas, bon, après, il faut vraiment que la personne ait la volonté. Mais moi, je fais toujours un formulaire pour voir comment la personne est motivée pour y arriver ou pas. C'est mon image aussi, donc j'ai intérêt à ce que la personne y arrive. Donc je suis là en fait jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc j'ai une question. Si tu veux, tu réponds. Si tu veux, tu réponds pas. Donc depuis que tu as commencé à coacher, combien de personnes tu as coaché? Alors, depuis que j'ai commencé à coacher, là, sans passer par l'association, etc., je suis à 40 personnes. C'est bien.
Et depuis que, ben, si je compte les personnes que j'ai coachées avec l'association, etc., je suis à plus de 110 personnes. Et même avant, en fait. Non, man, je vais pas elle va me coacher. Donc, franchement, merci Aminata. C'était vraiment un plaisir. Moi, j'ai beaucoup appris. Je sais pas si vous avez beaucoup appris, mais moi, j'ai beaucoup. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Franchement, merci. J'ai beaucoup parlé. Problème. Anyway, bye guys. Donc, de toute façon, je vais mettre tous tes liens en bas pour les gens qui vont te contacter. Et donc, c'est ça, quoi. So, bye.